Bonjour à tous. Aujourd'hui, on est mardi 21 avril 2026 et notre cher ami, notre frère John Helmer est avec nous. Bienvenue parmi nous, John. Namris, Nammering with Nima. John, commençons par l'un des événements marquants d'il y a 2 jours à peine. Un navire commercial iranien a été pris sous le contrôle des États-Unis, ce qui a provoqué pas mal d'agitation dans les médias iraniens. Ils se sont demandé pourquoi cela. Et pourquoi ne réagissons-nous pas à ce que font les Américains? Parce qu'ils sont là-bas, surtout dans cette région, à cause du cessez-le-feu. S'il n'y a pas de cessez-le-feu, ils ne pourront pas faire ça aussi près du golfe Persique. Oui. Quelle est votre compréhension de ce qui s'est passé dans cette affaire? C'est un cas très intéressant, Nima. J'ai passé pas mal de temps ces dernières heures à faire des recherches là-dessus, dans les médias maritimes et ailleurs. Voici ce que je pense qu'il s'est passé. D'abord, oui, il y a bien eu une interception, mais elle a pris 6 heures. Le communiqué du CENTCOM indiquait que le navire Tukasa, un porte-conteneur, avait été contacté pour la première fois, le premier avertissement d'interception, 6 heures avant l'embarquement. Il précisait aussi que le navire avançait à 17 nœuds. Autrement dit, en 6 heures, il a parcouru, dans la direction où il allait, disons à peu près vers l'ouest, plus de 100 kilomètres. Maintenant, soyons clairs. Oui, c'était un navire appartenant à l'Iran, mais la cargaison, elle, appartenait à la Chine. Le navire a récupéré les conteneurs à Joshan. Pardonnez-moi si je ne prononce pas bien les noms chinois. Le 29 mars. Ce port a été présenté dans certains médias violemment hostiles à l'Iran comme un port de stockage de produits chimiques. On a affirmé que c'est de là que provenaient les composants chimiques pour le carburant de fusée qui avaient été livrés auparavant à l'Iran avant d'être acheminés vers le port de Bandar Abbas. C'est là que ce genre de cargaison est chargé. Il n'y a aucune preuve que quiconque sache ce qu'il y avait dans les boîtes, dans les conteneurs. Mais il ne fait aucun doute qu'il s'agissait d'une cargaison chinoise, et cet aspect n'a pas été suffisamment souligné, car l'État chinois a été explicitement invité hier à réagir, et il n'a pas commenté ce point. Le navire a ensuite quitté la Malaisie le 29 mars, après y avoir soit chargé, soit déchargé de la marchandise, puis il a poursuivi sa route vers l'ouest. La question maintenant, c'est de savoir où il se dirigeait au moment du premier avertissement et ce qui s'est passé pendant ces 6 heures. Parce que 6 heures, c'est long. Et il est impensable, je pense que vous serez d'accord, impensable que le capitaine du Tukasa n'ait pas prévenu le Shah, les autorités iraniennes, qu'il risquait une attaque américaine. Ils l'ont poursuivi pendant 6 heures. Alors la question c'est, où allait-il? Les médias hostiles à l'Iran affirment qu'il se dirigeait vers Bandar Abbas, juste à l'entrée du détroit d'Ormuz. Le blocus aurait donc dû l'empêcher d'y aller, mais je ne pense pas que ce soit le cas. Quand l'interception et l'arraisonnement ont eu lieu, souvenez-vous, c'est le destroyer américain Spruance qui a tiré les coups de semonce sans l'atteindre. Ensuite, des marines américains, venus, je crois, du navire USS Tripoli, sont montés à bord du bâtiment à environ 65 km de Chabahar, dans le golfe d'Oman. Ce qu'on a là, c'est un exemple, pas exactement, ni même géographiquement parlant, du blocus du détroit d'Ormuz. Ce qu'on a vu, c'est une tentative d'utiliser la force pour arrêter un navire iranien parti de la mer d'Arabie dans l'océan Indien. Il est ensuite entré dans le golfe d'Oman et se dirigeait vers Chabahar. Chabahar, c'est disons le port le plus à l'est de l'Iran sur la mer d'Arabie. À plus de 500 km à l'est de Bandar Abbas. Alors, pourquoi ces détails sont-ils importants? D'abord, c'est une cargaison chinoise.
Donc l'attaque ne visait pas seulement l'Iran, son navire, mais aussi la Chine. Ensuite, elle a eu lieu en pleine mer, dans l'océan Indien, pas dans le détroit. C'est clairement une violation du cessez-le-feu. Mais pendant plus de 6 heures, comment est-il possible que le soutien côtier iranien n'ait pas envoyé de drones de surveillance ou n'ait rien détecté par radar ou par satellite? Que ce soit un satellite chinois, russe, peu importe, les défenses aériennes iraniennes sont forcément concernées. Est-ce qu'on a affaire à un manque de coordination du côté iranien ou bien à une indécision du côté américain? Parce que poursuivre un navire pendant 6 heures alors qu'il avance à 17 nœuds, un destroyer pourrait le rattraper. Alors pourquoi ça a pris autant de temps? Toutes ces questions sont importantes, parce que le vrai sujet ensuite, c'est de savoir si les États-Unis, si on pouvait éclaircir certains de ces points, avaient l'intention d'utiliser ce navire comme une provocation délibérée pour provoquer une riposte iranienne. Une riposte iranienne contre le Spruance ou contre le Tripoli, si cette riposte avait pris une forme armée, est-ce que le président Trump aurait alors déclaré la fin du cessez-le-feu, accusé les Iraniens et lancé sa campagne de bombardement jusqu'à l'âge de pierre, que beaucoup de gens, y compris certains de vos invités, considéraient comme inévitable? D'accord. Alors, est-ce que la raison pour laquelle, pendant 6 heures, les États-Unis ont hésité, c'est parce que la partie iranienne n'a pas réagi comme les Américains l'avaient prévu? Est-ce que ça fait partie du jeu qui se joue, si on peut dire, cette semaine? Le jeu de savoir si le cessez-le-feu va se poursuivre, si les négociations à Islamabad vont reprendre. Voilà ce qui s'est passé. Et c'est justement ce qu'on ignore encore sur ce qui s'est passé. Ce sont des détails qui montrent que, finalement, chaque camp ne sait pas vraiment comment l'autre va réagir. Mais, d'après mon analyse de cet épisode, le camp iranien comprend désormais mieux la prévisibilité américaine, alors que le camp américain, lui, comprend beaucoup moins bien la prévisibilité iranienne. Et alors, que se passe-t-il quand le tireur le plus puissant ne sait plus comment va réagir le cow-boy qui se défend avec force? Que se passe-t-il dans ce cas-là? En général, la réponse, sauf si on est dans un film de John Wayne, c'est que le plus fort dégaine quand même, tire et pose les questions après. Mais la retenue du côté iranien, ce silence, cette lente usure, même ici, une guerre d'usure de 6 heures pour le Tusker, ça montre un niveau de sophistication qui, aujourd'hui, est encore plus évident. Parce que, qu'est-ce qu'on a là? À Washington, il est maintenant 7 heures du matin, presque 7h15. Le vice-président Vance est censé décoller maintenant s'il veut arriver à Islamabad à temps pour une journée de négociation mercredi. S'il ne décolle pas tout de suite, est-ce que ça veut dire que la partie américaine n'a pas encore reçu la confirmation que M. Ghalibaf, M. Araghchi et les autres membres de la délégation iranienne seront bien présents? En d'autres termes, Vance attend de voir si la partie iranienne va venir. Les Iraniens ont posé des conditions, ils ne viendront pas s'il y a des préconditions. Et le fait que vous ayez attaqué notre navire, c'est pour eux un exemple de plus qui montre selon eux qu'il n'y a aucun intérêt à négocier avec vous. Voilà, en résumé, ce qui s'est passé et pourquoi c'est important à 7 heures du matin à Washington. Une dernière remarque, malgré toute la puissance de la presse américaine, elle ne sait même pas ce qu'il va advenir du vice-président des États-Unis. Est-ce qu'il va partir ce matin pour des négociations de guerre ou pas? C'est à ce point-là que le journalisme américain s'est affaibli. John, puisque tu as mentionné le cas de J.D. Vance et son départ pour Islamabad, les médias iraniens, l'IRIB, ont déclaré que jusqu'à présent, aucune délégation iranienne n'avait voyagé à Islamabad, ni principale, ni secondaire. En ce moment, ils se demandent s'il est vraiment nécessaire d'en envoyer une, tu vois.
avec le même niveau, la même ampleur que lors du premier cycle de négociation? Est-ce qu'ils en ont vraiment besoin ou est-ce qu'ils doivent procéder autrement s'ils décident finalement d'envoyer quelqu'un, une délégation là-bas? Et on sent bien, tu vois, qu'ils hésitent dans leur manière de réfléchir en ce moment. À ton avis, pourquoi? Je suis désolé, je n'ai pas compris. Qui hésite? Les Iraniens. Oui, ce sont surtout les Iraniens qui hésitent. Parce que, à mon avis, d'après ce que j'ai vu jusqu'à présent, les Américains veulent simplement voir si l'Iran est prêt à y aller, si l'Iran veut vraiment y aller. En fait, tout dépend de la délégation iranienne, de sa décision d'y aller et de sa volonté de négocier avec eux. Alors, rappelle-moi, combien de temps faut-il pour aller en avion de Téhéran à Islamabad? Je dirais environ 7 heures. C'est à peu près ça, non? Je pense que ça pourrait, non moins que ça. Mais laissez-moi vérifier. Je dirais quelque part entre 4 et 7 heures. Ça me va. Bon, disons les choses comme ça. En termes de gestion du temps, en ce moment, il y a largement assez de temps pour que la partie iranienne décolle et atteigne Islamabad. Ça prendra environ 20. Ça n'a pas de sens pour moi. Ça dit 11 heures. Eh bien, c'est sans doute un vol commercial avec plusieurs escales. Je veux dire, si vous regardez simplement la distance de vol en ce montre. C'est seulement 3h30. 3h30. Oui, 3h30. Très bien. Bon, ça semble à peu près juste. Imaginons que l'avion suive un itinéraire spécial et que le vol dure environ 4 heures. L'équipe d'avance devra être en l'air au moins 2 heures pour arriver sur place. Donc, du côté iranien, il suffit simplement de prévenir Vance que nous arrivons, et lui, il décolle. Les Iraniens confirment ça. Ensuite, ils ont presque une demi-journée, voire plus, pour monter à bord et se déplacer. Donc, en termes de synchronisation, chaque partie n'agira qu'une fois que l'autre aura bougé. Et je pense que c'est clair et que ça a du sens. Quelles que soient les critiques, du côté américain comme du côté iranien, sur les principaux négociateurs, il est logique que Mohammad Ghalibaf y aille. J'ai bien prononcé le nom de Ghalibaf. Oui, Mohammad Ghalibaf. Eh bien, Mohammad Bakr sont ses 2 premiers prénoms. Je peux l'appeler comme ça si vous voulez. Quoi qu'il en soit, c'est inapproprié, comme vous le dites, que la partie iranienne se déplace si tout ce que les Américains envoient, ce sont ces 2 négociateurs peu fiables, Witkoff et Kushner. Ils n'iront pas, et ils n'ont pas à y aller. Ces 2-là sont là pour protéger Israël, les intérêts de la famille Trump et tout ce qui va avec. Non, c'est Vance. C'est Vance. Et s'il ne décolle pas aujourd'hui, d'après ce que je vois sur l'agenda du président, c'est une journée très inhabituelle. Si Trump s'apprête à faire la guerre, comme certains de nos collègues sur votre émission lundi semblent le penser, s'il croit que la guerre est inévitable, que Trump va se lancer dans une nouvelle phase de combat. Aujourd'hui, c'est le jour où la décision va se prendre. Et si je dis ça, c'est parce que, en regardant l'agenda du président pour mardi, on voit qu'il a de façon inhabituelle fermé l'accès à la presse aujourd'hui. Il a 1 heure le matin, ce qu'il appelle du temps exécutif. C'est le moment où il rencontre ses amis, à l'étage, à la Maison-Blanche. Et ensuite, il a là encore, de manière très inhabituelle, 3 réunions politiques à huis clos, à 13h30, à 15h et à 17h. Autrement dit, presque tout l'après-midi est pris par des réunions politiques fermées. Bien sûr, quand on est président, on a des millions de dossiers importants, mais là, on parle de guerre. Et on sait, d'après l'expérience passée, comment ils prennent leurs décisions. Quand attaquer, comment attaquer, quelles options envisager, et ainsi de suite.
Tout ça se décide dans des réunions de politique fermées. Donc, si Vance n'assiste pas à ces réunions, mais qu'elles ont bien lieu, la question c'est, quelles instructions a-t-il reçues pour négocier et sur quelle base? En mettant de côté les interventions constantes de Trump auprès des Iraniens, en mettant de côté l'attaque contre le Tusker, et aussi, je le souligne, la faiblesse relative de la réaction chinoise à cette attaque, réaction donnée hier au ministère des Affaires étrangères à Pékin. En laissant tout cela de côté, les Américains doivent maintenant passer une bonne moitié de journée avec Trump à préparer ce qu'ils vont faire. Donc, si Vance décolle ce matin, vers 7 heures à peu près, entre maintenant et 8 heures sur les montres de notre public américain, on peut être assez confiant que les réunions que Trump va tenir vont déterminer les conditions qu'ils sont prêts à accepter. S'ils ne peuvent pas prévoir ce que fera l'Iran, si les États-Unis commencent à bombarder des ponts et des centrales électriques, et s'ils mettent en œuvre toutes les options dont on sait, parce qu'elles ont été publiées, qu'ils comptent les utiliser. Ce que je ne crois pas qu'ils feront, c'est envoyer des navires de la flotte à l'intérieur du golfe Persique. Ils restent hors de portée, par prudence et par respect, hors de portée d'une contre-attaque iranienne sur le plan naval. La riposte prévue pour le Tusker a été reportée, n'est-ce pas? Il a été annoncé qu'il y aurait une réponse, qu'il y aurait des représailles. Donc, il est logique que le camp iranien attende de voir si Vance arrive, pour ensuite décider quelle délégation accompagnera Mohamed Bakr et enfin observer jusqu'à mercredi ce que Vance rapportera. John, voici ce que Donald Trump vient tout juste de publier sur X. Il a dit que l'Iran avait violé le cessez-le-feu à de nombreuses reprises. Et je pense, John, que pour ce qui est de l'attaque contre le navire commercial, tu sais très bien qui le contrôle. Oui. Et quand on regarde le blocus et ce qui s'est passé jusqu'à présent, on dirait que l'Iran essaie d'imposer une sorte de condition préalable avant la deuxième série de négociations. Il l'avait déjà fait, tu te souviens, dans le cas du Liban? Oui, en ce moment, il semble que l'objectif principal soit le blocus. Et c'est justement pour cette raison, tu vois, que Donald Trump vient de publier ce message, disant que l'Iran a violé le cessez-le-feu à plusieurs reprises. En fait, cela veut dire que l'Iran essaye de faire passer le message que ce sont les États-Unis qui ont violé le cessez-le-feu avec l'attaque contre le Tusker. Exactement. Je veux dire, il me semble très clair que les États-Unis ont violé le cessez-le-feu, surtout quand on regarde où l'attaque contre le Tusker a eu lieu. Ce n'était pas à l'intérieur du blocus, ni juste à la sortie du détroit. C'était à environ 550 km à l'est de Bandar Abbas, là où les Américains disent que le navire se dirigeait. C'était une attaque armée destinée à poursuivre la sanction maritime mondiale contre l'Iran, qui est en vigueur depuis un certain temps déjà. Pour l'instant, la partie iranienne réserve sa réponse. Revenons un peu en arrière. Si la partie iranienne avait posé comme condition préalable qu'Israël cesse de bombarder le Liban, cette condition a été remplie, même si ce n'était pas exactement avant le début des négociations à Islamabad. En revanche, ce qui a suivi, c'est qu'Israël et le Premier ministre libanais se sont rencontrés, ou ont commencé à se rencontrer, à Washington. En d'autres termes, le gouvernement libanais, qui s'est engagé à détruire le Hezbollah par des moyens pacifiques, par des moyens politiques, va rencontrer les Israéliens pour discuter de leur tentative de détruire le Hezbollah par la force, par des moyens militaires. Ce n'est pas vraiment un résultat qui profite au Hezbollah, mais un cessez-le-feu au-dessus du Liban profite à tous les Libanais. Maintenant, ce que la partie iranienne a essentiellement mis en place, c'est un double blocus, avec des conditions que chaque camp formule de manière assez vague. Le camp américain reste flou sur ce qui l'autorisera à passer à travers le blocus.
Ce que nous savons, d'après les médias maritimes, et c'est assez intéressant, c'est que plusieurs grands VLCC, des superpétroliers transportant du brut, ont été autorisés à entrer dans le golfe Persique pendant que la poursuite du Tusker était en cours. La capacité américaine à intercepter les navires que l'Iran chercherait à charger à l'île de Karg ou ailleurs est très limitée. Les États-Unis ne peuvent pas tous les arrêter. Donc le blocus américain est partiel, n'est-ce pas? De son côté, le blocus iranien ne s'applique qu'aux États hostiles et aux navires militaires. Cela veut dire que les navires, leurs propriétaires et les États qui négocient avec les gardiens de la révolution et l'autorité portuaire iranienne entre la côte et l'île de Heshm pourront passer s'ils paient un droit de passage ou s'ils trouvent un accord. En somme, les deux blocus sont partiellement ouverts. Et la conséquence de ce double blocus, c'est une pénurie de tout. Pas seulement de pétrole et de gaz, mais aussi d'hélium et de nombreux dérivés pétrochimiques dont dépend une grande partie de l'agriculture mondiale. J'ai parlé de l'hélium parce que c'est surprenant. Sans hélium, on ne peut pas faire d'IRM dans un hôpital, n'importe où dans le monde. Donc si la pénurie d'hélium dure, la guerre va finir par toucher les blocs opératoires et les services de pathologie de tous les hôpitaux qui en ont besoin. Je le dis simplement pour que tout le monde comprenne que cette guerre ne se limite pas à avoir un impact sur les réservoirs d'essence aux États-Unis. Et le temps nous est compté. Tout le monde sait que le printemps arrive dans l'hémisphère nord, mais il ne reste que 4 semaines avant le début de la saison de conduite aux États-Unis. Le Memorial Day marque, en quelque sorte, le début de l'été là-bas. C'est le 25 mai. On n'est plus qu'à un mois. Le compte à rebours joue donc contre Trump, qui doit régler sa guerre d'ici 4 semaines. Et tout le monde le sait aussi. Vos invités l'ont souligné dans votre émission. Quand on passe du printemps à l'été, la chaleur arrive. Et ce n'est pas seulement une question de savoir à quel point il est difficile de combattre quand il fait plus de 40, 45 degrés. J'ai passé pas mal de temps en Irak. Et franchement, c'est une chaleur dans laquelle on peut encore fonctionner, plus facilement qu'à Dubaï par exemple, où l'on passe sans arrêt de la climatisation à l'extérieur. Mais les machines américaines, les machines de guerre, ne sont pas aussi bien calibrées que les personnels. Et donc, le temps nous manque à mesure que la saison de chaleur insupportable approche. L'autre facteur de temps, c'est que l'Iran doit soit réduire sa production de pétrole, la production de ses champs pétroliers, d'ici environ 14 jours, soit trouver de nouveaux moyens de stockage. Les pétroliers qui arrivent à vide peuvent être remplis, mais il y a une limite de temps, à peu près 14 jours, s'ils ne peuvent pas repartir. Et de ce cas, la production des champs pétroliers devrait être réduite. Si ce genre de pression économique est exercée sur l'Iran, on sait très bien quelle sera la riposte contre l'Arabie saoudite. C'est une cible de choix, parce qu'elle continue d'exporter du pétrole par l'oléoduc de Yanbu, par le terminal de Yanbu, à travers la mer Rouge. Là, je bouge les mains et la tête comme si je montrais la carte. Mais le fait est qu'il y a toute une série de cibles iraniennes possibles pour des représailles dans les 14 prochains jours. Et on a une fenêtre de 14 à 28 jours pour que cette guerre soit réglée par la négociation, soit que les États-Unis tentent de la régler par la force, l'option israélienne, si vous voulez, l'option génocidaire contre l'Iran. Le problème pour les Américains, c'est que d'après moi, il y a suffisamment d'éléments pour dire que l'état-major interarmé, la vice-présidence et sans doute aussi le renseignement militaire et la CIA doutent fortement qu'une reprise de la guerre
puisse atteindre les soi-disant objectifs militaires. Si c'est bien le cas, pour le redire clairement, les États-Unis se retrouvent face à une imprévisibilité beaucoup plus grande de leur adversaire. Et l'Iran, lui, gagne simplement en survivant. Il gagne en prolongeant cette guerre au-delà des 28 jours, jusqu'à la période où les Américains reprennent massivement la route, puis on entre dans la saison de la campagne électorale. Tout cela fait qu'en ce moment même, aujourd'hui, la décision de savoir si Vance décolle maintenant et si Mohammad Ghalibaf part un peu plus tard dans la journée devient extrêmement importante. Vous savez le point vraiment important en ce moment, je pense. Il y a quelques instants, on a appris, d'après les médias persans, Tasnim News, qu'ils ont rapporté que l'Iran a préparé beaucoup de surprises pour les États-Unis. Selon eux, la guerre va continuer, elle ne va pas s'arrêter, et ils se préparent à y retourner. C'est pour ça qu'ils se préparent dès maintenant. Et puis l'autre point, John, c'est la météo. Le sud de l'Iran et certaines zones du sud-ouest connaissent des températures extrêmes. Ça monte très haut. Mais vous voyez, tous les pays du Golfe sont dans cette même région, et les températures vont être très dures. Ils vont être frappés de plein fouet par cette chaleur. Et vous, comment vous voyez les choses? Parce que beaucoup de gens disent que l'escalade pourrait ne pas avoir lieu à cause du climat. Si Donald Trump, puisqu'il a dit qu'il allait s'en prendre au réseau électrique et aux centrales, si c'est vraiment le cas, ce serait la fin pour beaucoup de pays du Golfe. Mais pour l'Iran, ce n'est pas la même chose. Je dirais que non, parce que si on regarde un peu le sud du pays, l'ouest et le sud-ouest, le reste du territoire ne subit pas des températures aussi élevées. Et c'est pour ça, je pense que l'Iran se sent dans une position plutôt confortable face à une éventuelle escalade autour de la question de l'énergie. Je crois que vous soulignez que l'Iran et le peuple iranien peuvent supporter les fortes chaleurs d'une manière que les Émiratis ne peuvent pas, que la riposte à la menace de Trump de détruire des centrales électriques serait une campagne de guerre électrique du côté iranien. On parle de ce type de stratégie depuis des années, à propos de la Russie, de la guerre en Ukraine et de la guerre électrique, que le président Poutine a d'ailleurs limité dans son application à travers l'Ukraine. Mais une guerre électrique aurait un effet immédiat en cette saison, parce qu'elle couperait évidemment la climatisation, elle arrêterait les usines de dessalement de l'eau, et cela rendrait la vie intenable pour les Saoudiens, les Émiratis, les Qataris, les Koweïtiens et les Bahreïnis. Donc, une riposte à ce que dit Trump serait en réalité bien plus coûteuse que tout ce que les cheikhs arabes ont connu jusqu'ici. Ils ont perdu la capacité de supporter la chaleur. Comme je l'ai dit, j'ai passé le mois de juillet à plusieurs reprises dans le désert irakien. On appelle ça un désert du point de vue occidental, mais en vérité, ce n'en est pas vraiment un. Cela dit, les températures, j'ai été surpris de voir à quel point elles restent supportables, à condition d'adopter les coutumes bédouines, de ne pas dépendre de la climatisation électrique et de ne pas circuler en voiture, vitres fermées, avec la clim à fond. Si on s'adapte à la manière bédouine, ou disons locale, puisque je parle à la fois du côté iranien et du côté arabe, cette capacité locale à endurer la chaleur de l'été remonte à des milliers d'années, des deux côtés. Mais la capacité de résister à des représailles contre leur système électrique est bien plus faible que celle de l'Iran. Donc, si toi et moi on peut le dire, c'est tellement évident qu'il est difficile de croire que les services de renseignement militaires et civils américains, le comité des chefs d'état-major et leurs planificateurs opérationnels ne l'aient pas compris. Ce qu'on a là, en réalité, c'est une mise en scène d'un Iran version Trump, avec ses conseillers juifs
qui soutiennent la ligne israélienne, selon laquelle ce n'est qu'en liquidant l'Iran, en le liquidant et en provoquant un génocide, qu'on élimine sa capacité à représenter une menace future pour un État israélien en expansion. Appelons ça le groupe Kushner-Witkoff-Miller, autour de Trump, à la Maison-Blanche. Et ce sont ces gens-là avec qui il a tendance à parler, pas dans les soi-disant réunions de politique menées en bas à la Maison-Blanche, mais dans les appartements privés, à l'étage. Et c'est de là que viennent les tweets. C'est de là que viennent le langage génocidaire, les jurons, la vulgarité, l'agressivité, tout ça déguisé en une sorte de bluff violent dans un jeu qu'ils pensent pouvoir contrôler. Eh bien, je crois qu'on commence à comprendre ça. Je pense que les négociateurs iraniens, d'ailleurs, je crois qu'Arachi en fait partie, j'ai oublié les deux autres, ont été formés au Royaume-Uni. Ils n'ont pas vraiment l'expérience de la culture américaine. Ils connaissent mieux la culture européenne ou britannique. Du coup, ils risquent de mal comprendre jusqu'à quel point Trump, enfin la manière dont la politique fonctionne autour de la Maison-Blanche. Et il est possible qu'ils perçoivent plus de menaces qu'il n'y en a réellement, vu la manière dont Trump se met en scène. En revanche, il n'y a aucun doute sur sa propension à la violence. Et là, on revient à votre question. Pourquoi attaquer le Tuska maintenant? Pourquoi laisser de très grands pétroliers entrer dans le Golfe sans être interceptés? Et pourquoi frapper le Tuska en pleine mer? Pourquoi cela s'est-il produit? De toute évidence, il a fallu 6 heures aux Américains pour se décider. Alors, quel genre de signal ça envoie? Et comment le camp iranien interprète-t-il un signal américain? Ensuite, comment les Américains ont-ils interprété l'absence totale de signal du côté iranien? Le silence. Nous nous réservons le droit de riposter. Vous pouvez être sûr que nous riposterons. C'est ce qu'a déclaré la partie iranienne. Les États-Unis, eux, ne peuvent pas vraiment comprendre ni anticiper ce que cela signifie. Les Iraniens voient très bien ce que font les Américains. Mais franchement, je ne comprends pas ce que les États-Unis pensaient vouloir faire passer comme message, à part peut-être une provocation destinée à faciliter une réaction iranienne. Ce qui viendrait alors confirmer ce que Trump, comme vous l'avez dit, a tweeté il y a quelques minutes ou quelques heures. Il a besoin d'un prétexte pour relancer sa campagne de bombardement. Eh bien, les Iraniens ne lui ont pas donné ce prétexte. On se retrouve donc dans une sorte d'impasse, un face-à-face tendu, armes au poing. Mais un des deux camps ne comprend pas du tout l'autre, et c'est le cas des États-Unis vis-à-vis de l'Iran. C'est pourquoi, à mon avis, il faut relativiser la portée stratégique des menaces de Trump. Oui. La valeur tactique, il croit qu'il joue à un jeu de cartes ou de dés, sauf qu'il a truqué les dés. En réalité, sa compétence tactique est très faible. Donc, sur le plan opérationnel, ce qu'on vient de dire, l'Iran va riposter. Et si l'Iran peut riposter et que les États-Unis ne peuvent pas empêcher cette capacité de riposte, on revient au point de départ. Tout le monde y perd, mais les Iraniens s'en sortent mieux dans une situation dégradée. Le camp arabe, lui, ne le peut pas. John, hier, notre ami Larry Johnson a rapporté que lors de la réunion de sécurité qui s'est tenue à Washington, il semblerait que Donald Trump ait parlé de l'utilisation de bombes nucléaires. Il aurait aussi évoqué les codes nucléaires. Et il aurait été confronté au général Keane. En gros, il semble que le général Keane lui ait dit que ça ne le sauverait pas, que ça ne l'aiderait pas. Alors, qu'est-ce qu'on sait de la situation au sein de l'administration Trump? D'un côté, on voit les médias traditionnels, et je pense qu'ils ont raison, souligner que Donald Trump est sous une pression énorme. Il veut mettre fin au conflit le plus vite possible. Pas seulement à cause de la situation militaire, mais aussi parce qu'il a envoyé énormément d'armes dans la région, des porte-avions,
comme tu l'as mentionné. On a le George W. Bush sur place et le Gerald Ford qui revient. Abraham Lincoln est là. Gerald Ford, lui, n'y sera pas parce qu'il est en réparation en Croatie et il va y rester. Il est remplacé par un navire qui remonte depuis la côte est de l'Afrique et il devrait arriver à peu près d'ici la fin de la semaine. Donc oui, il y aura bien 2 groupes aéronavals. Et quand on regarde l'ensemble du dossier, on a reçu un rapport des Émirats arabes unis, le fameux rapport sur le manque de liquidité. Et c'est une situation très sérieuse au Moyen-Orient. Donald Trump porte la responsabilité de ce qui se passe. Comment voyez-vous ce désespoir? D'un autre côté, il a publié hier qu'il n'était soumis à aucune pression, qu'il n'a pas besoin de mettre fin au conflit au plus vite, n'est-ce pas? Eh bien, moi, je vois ça à l'envers. Il est en train de répondre aux critiques qui le touchent vraiment. Il réagit à ceux qui disent qu'il perd le contrôle. Il est sous pression. Quand il publie un message comme ça, ce n'est pas une mise au point rassurante. C'est une confirmation de ce que les journalistes rapportent. Je dois préciser ce que je dis parce que ça fait de nombreuses années que j'ai quitté la Maison-Blanche de Carter où j'ai servi. Et franchement, il n'y avait rien de comparable. Je cherche dans ma mémoire. Est-ce qu'il y a déjà eu une situation de panique, de désespoir dans une Maison-Blanche qui ressemble à ça? D'abord, d'après mon expérience, personne n'a jamais eu les déficits mentaux, cognitifs, de mémoire ou neurologiques que Trump présente. C'est le premier point. Ensuite, je laisse de côté sa santé neurologique, qui peut être évaluée de plusieurs façons, mais tout cela conduit à un déficit de mémoire. Cela se traduit par un déficit de la capacité à parler de façon suivie, à enchaîner les phrases, et ainsi de suite. Il ne se souvient pas de ce qu'il a dit quelques instants plus tôt. Il ne souffre pas de démence. Ce n'est pas la nature de son problème neurologique. Ensuite, sur le plan psychologique, il présente des troubles psychopathologiques. Cela veut dire, et il y a beaucoup de preuves de cela depuis son enfance, tout cela est d'ailleurs dans le livre de Mary Trump qu'il a toutes sortes de schémas de comportement. Il y a de la violence personnelle, il y a de la vanité, et tout cela est aggravé par certains symptômes physiques qu'on peut observer. C'est un homme qui est, disons, très nerveux, très sensible à la pression et à l'idée qu'il doit tout contrôler, si nécessaire, par la violence, tout et tout le monde autour de lui. Et il le fait dans une large mesure. Les personnes qui l'entourent, comme Mila Vitkov, Kushner et d'autres amis de la famille, s'adaptent à ses humeurs. Et il a de fortes variations d'humeur, très marquées, encore et encore. Sous la pression d'une guerre qui ne s'est absolument pas déroulée comme il l'avait imaginé, il commence à montrer ce qu'on pourrait appeler un état de panique et de désespoir. Oui. Et dans son cas, cela se traduit par une tendance à plus de violence. Oui, c'est exact. Vous avez soulevé une question importante. Est-il susceptible d'autoriser l'usage d'armes nucléaires tactiques? Nous en avons parlé, parce qu'il est très clair que le camp israélien serait plus enclin à recourir à l'option nucléaire. Ils n'ont plus beaucoup d'autres moyens pour atteindre l'objectif génocidaire qu'ils poursuivent dans cette guerre, la destruction totale du gouvernement iranien. La destruction totale de la capacité de l'Iran à fabriquer des missiles qui menacent Israël, et ainsi de suite. Est-ce que Trump accepterait ça par désespoir dans un avenir proche? Eh bien, je ne suis pas en position de me lancer dans un diagnostic du cerveau de Trump, de son caractère émotionnel, de sa psychopathologie, ni de celle de son entourage, pour en tirer une conclusion stratégique. D'après mon expérience à la Maison-Blanche, je dirais qu'au bout du compte, les présidents, aussi malades soient-ils, atteints de démence, comme Biden l'était, ou diminués,
comme Woodrow Wilson, restent soumis aux pressions politiques tant qu'il n'y a pas de renversement constitutionnel dans le pays. Et ces pressions politiques sont très fortes, comme on vient de le dire. Si le Memorial Day arrive dans un mois, les automobilistes américains doivent déjà commencer à planifier leurs vacances d'été. Et pour conduire, il faut de l'essence. Or, le prix de l'essence est en train de doubler. Les tentatives du président Trump pour faire baisser les prix par la persuasion ou pour calmer l'inquiétude n'ont pas fonctionné. Les sondages montrent clairement que l'opinion des électeurs se retourne contre cette guerre. D'après le dernier sondage de NBC, près des 2/3 des Américains la désapprouvent. Il échoue à faire ce qu'un président doit faire à l'approche d'une campagne électorale. Il part déjà avec un retard. J'ai oublié les chiffres exacts. Mais à peu près, son taux de désapprobation dépasse son taux d'approbation de 13 à 15 points de pourcentage en ce moment. Si on entre dans une campagne présidentielle avec un tel écart, on finit toujours derrière. Et ça, c'est un risque personnel sérieux. On a déjà connu ça auparavant. S'il perd le contrôle des deux chambres du Congrès, il se retrouvera face à des majorités prêtes à le destituer. Des majorités d'impeachment, pas seulement contre lui, mais aussi contre Kushner, Witkoff et tous ceux qui ont profité du délit d'initié qui se pratique chaque jour. Une grande partie de ces tweets est d'ailleurs liée à ses opérations d'initié sur les marchés de matières premières. Lui, en particulier, risquerait la destitution, et ainsi de suite. Ce serait un véritable bain de sang politique. Pas du point de vue russe, mais du mien. Parce que les démocrates ne cherchent pas à mettre fin aux guerres contre l'Iran, ni à celles contre la Russie, ni à celles contre la Chine. Ce ne sont pas un parti de la paix, absolument pas. Mais la seule chose qui intéresse Trump, c'est qu'ils sont le parti de la destitution. Et il a déjà traversé et survécu à une première épreuve de ce genre. Il ne survivrait pas à la prochaine. Donc, à partir du Memorial Day, disons dans un mois, il va faire face à une pression qu'il ne pourra pas supporter, à moins de changer de stratégie. Maintenant, revenons à la question nucléaire. Qu'est-ce qui s'est passé quand l'armée de l'ICE, les gardes présidentielles, pour ainsi dire, ont tenté de détruire la gouvernance démocratique dans les grandes villes du pays, Los Angeles, Portland dans l'Oregon et d'autres encore, comme Memphis dans le Tennessee ou Washington, D.C. Qu'est-ce qui s'est passé quand ils ont tué 2 personnes? Eh bien, la réponse, c'est que ces 2 morts causées par l'IC ont entraîné un recul important de la part de Miller et de tout le système de la sécurité intérieure. On est d'accord que c'est bien ce qui s'est passé. Peu importe les alibis, peu importe les preuves de ce qui s'est réellement produit. La désapprobation du public, pour le dire gentiment, face à ces 2 meurtres commis par Leeser, a poussé Miller, le plus violent des conseillers de Trump, son chef adjoint de cabinet, à reculer. Moi, je vois là un bon exemple de la façon dont Trump, un suprémaciste blanc, qui n'hésiterait pas à faire tuer des gens dans la rue si nécessaire, et qui est clairement favorable à l'envoi de troupes dans les villes dirigées par les démocrates pour affaiblir leur capacité à voter démocrate aux élections de mi-mandat. Eh bien, ces instincts ont été contenus. Il a été, en fait, obligé de battre en retraite. Alors, la façon dont il gère sa retraite, ça c'est aux podcasteurs républicains de lui expliquer, pas à nous. Mais si vous voulez mon avis, je ne pense pas qu'il soit probable qu'il en vienne, par désespoir ou par un moment de folie passagère, à utiliser l'arme nucléaire. Ce n'est pas le scénario le plus crédible dans la situation actuelle. Il se retirera plutôt que de se battre. Surtout s'il est confronté à une menace aussi sérieuse qu'une majorité pour sa destitution, ce qui pourrait bien arriver le 3 novembre, le jour de l'élection. Donc, je dis tout ça en tant que vieux vétéran d'une Maison-Blanche depuis longtemps oubliée.
celle de Jimmy Carter. Peut-être que je ferais mieux d'arrêter de parler du passé et d'en tirer des leçons. Mais il faut le dire, même les présidents fous sont soumis à des règles très fortes. Et je ne pense pas que ce soit une bonne idée d'essayer de comprendre la politique de ce qui va se passer à Islamabad, au Moyen-Orient ou aux États-Unis en considérant le président américain comme fou, c'est-à-dire hors de contrôle, imprévisible. Non, il est prévisible. Il est tout à fait prévisible. Et le résultat de cette prévisibilité, aujourd'hui, c'est qu'il lui reste 4 semaines pour se sortir d'une situation qui provoque une récession mondiale et lui cause de sérieux dégâts politiques dans les sondages. Il lui reste 4 semaines. Donc ce n'est pas une expression d'espoir. C'est la réponse rationnelle que vous avez demandée. Une théorie sur la façon dont cet homme, atteint de troubles neurologiques, mu par des motivations psychopathologiques, mais ni fou, ni dément, ni hors de contrôle quant à la politique de son maintien au pouvoir, agit dans ce contexte. Rester au pouvoir et garder son argent, voilà ses 2 obsessions principales. Rester au pouvoir et garder son argent, ça veut dire pas d'attaque nucléaire. Non. Ça veut dire probablement pas de reprise du genre de bombardement violent qu'il menace de lancer. Non. La vraie question c'est, est-ce qu'il peut se sortir de la situation dans laquelle il s'est mis et dans laquelle la défense iranienne l'a aussi placé? Il pourrait s'en sortir en bombardant, puis en se retirant. Richard Nixon a déjà tenté ce genre de choses. Ce ne serait pas une première. Intensifier soudainement la violence, déclarer la victoire et partir. Mais il n'a que 4 semaines pour le faire. Et vous avez très bien expliqué pourquoi la riposte de l'Iran rendrait tout ça encore plus coûteux. Donc ça n'arrivera pas. Il se retrouve, d'une certaine manière, dans une situation vraiment désespérée. C'est un piège. Et plus le temps passe, plus ce piège devient grand, et plus il devient lourd de conséquences pour Donald Trump. Parce que d'un côté, si on regarde John, le résultat de cette guerre, eh bien, au lieu d'améliorer la position d'Israël dans la région, c'est exactement l'inverse qui s'est produit. Aujourd'hui, Israël est à découvert sur le plan de la défense aérienne, de ses capacités défensives, parce que les radars ne sont plus là. Et ça, ce sont des pertes énormes pour le camp israélien. De l'autre côté, Donald Trump fait face à un nouveau problème, le détroit d'Ormuz. Et sur ce dossier, il n'a pas l'avantage. À mon avis, l'Iran ne va perdre le contrôle du détroit d'Ormuz. Rien n'indique le contraire en Iran. Tout le monde là-bas affirme que le détroit restera sous le contrôle du gouvernement iranien, pour toujours. C'est de ça qu'ils parlent, avec Oman, pas seulement avec l'Iran. Mais l'autre sujet, John, c'est l'uranium enrichi, et l'enrichissement de l'uranium sur le sol iranien. Et franchement, je ne vois pas Donald Trump obtenir quoi que ce soit de mieux que le JCPOA. Rien du tout. Le meilleur scénario possible pour lui serait, à mon avis, quelque chose d'encore moins important, moins réussi que le JCPOA. C'est le problème auquel il est confronté. Vous savez, Israël n'est pas dans une meilleure position en ce moment. Les États arabes ne sont pas là. Les Émirats arabes unis demandent à Donald Trump, demandent aux États-Unis de quitter leur territoire parce qu'ils ne veulent pas de base américaine aux Émirats. Du moins, c'est ce qu'ils ont déclaré. Et on voit l'Espagne, la Slovénie, l'Irlande. Ils demandent à l'Union européenne de discuter de la suspension de son accord d'association avec Israël. Quand on regarde la situation, ce qui s'est passé jusqu'à présent, le résultat est désastreux pour Donald Trump. Je ne suis pas en désaccord avec vous, mais je suis un peu réticent à m'étendre. Vous m'avez déjà fait parler aujourd'hui, depuis ma chaise à Moscou, de la politique présidentielle américaine. Je ne peux pas revenir à la politique arabe dans laquelle j'étais impliqué auparavant, juste pour vous contredire. Non, on ne peut pas faire ça.
Peut-être que je peux simplement évoquer un détail intéressant. C'est à propos d'un reportage que CNN diffuse en ce moment. C'est un de ces étranges sujets signés CNN que la rédaction de Washington hésitait à publier. Alors ils ont laissé leur filiale indienne le diffuser. Le reportage affirme qu'un protocole d'accord aurait été conclu entre Vance et Ghalibaf lors du premier cycle de réunion à Islamabad. Les termes auraient été arrêtés au moment de la signature initiale. Puis les négociations auraient été suspendues parce que Trump, lors d'un de ses appels à Vance, lui aurait dit non, ne signe pas maintenant, reviens, on discutera des conditions. Et selon certaines interprétations de sources de CNN, Trump aurait voulu s'attribuer le mérite de l'accord si celui-ci avait été finalisé. Trump voulait vérifier lui-même avec Netanyahou, avec les conseillers juifs et aussi avec les conseillers politiques américains. Ils n'ont pas pu tout faire en même temps. C'est peut-être une fiction de CNN, qui sait. Est-ce exact qu'il y avait un mémorandum que Vance avait paraphé? Si oui, verra-t-on une preuve de cela si Vance décolle? Il est maintenant presque 8 heures du matin à Washington. Son avion doit déjà commencer à chauffer les moteurs pour décoller, afin qu'il puisse avoir une journée de négociation à Islamabad mercredi, donc demain. Alors, disons les choses ainsi. Sans exagérer toutes les dimensions du problème que la guerre de Trump a provoqué pour ses alliés et toutes les opportunités qu'elle a créées pour ses adversaires, surtout la Russie et la Chine, est-ce qu'il existe, dans un protocole d'accord, des points que Vance et Ghalibaf accepteraient? Quelque chose qu'ils pourraient ramener chez eux, un document plus solide que le fameux papier de Chamberlain à Munich avec Hitler. Est-ce qu'un tel document pourrait exister et qu'est-ce qu'il dirait? Et là, on a un problème plus sérieux, non? Imaginez, du point de vue iranien, le document que M. Ghalibaf rapporterait à Téhéran. Quelle serait la réaction face à ces termes? Vous l'avez dit, et je suis d'accord avec vous. La position iranienne, c'est que le régime d'Ormuz doit rester en place, au moins parce qu'il fournit la base pour les réparations. Le régime de péage rapportera, d'après nos calculs faits la semaine dernière ou celle d'avant, environ 20 millions de dollars par an pour l'Iran, en tenant compte des réductions accordées aux navires des États amis, et ainsi de suite. L'Iran ne peut pas obtenir les réparations nécessaires pour réparer les dégâts causés par les cheikhs arabes. Mais de cette manière, le système fonctionnerait, et le régime de péage doit donc rester en place. Si ce régime de péage doit servir d'outil pour les réparations, et les réparations font partie des 4 ou 5 points de l'ayatollah Moshe Bar Khamenei, alors c'est indispensable, et il doit durer aussi longtemps que possible. Et oui, il est partagé avec Oman. Donc, le concept de partage territorial, et ce n'est pas une idée nouvelle, c'est une forme de redevance sur une voie navigable. Les Turcs, les Danois et d'autres l'ont déjà fait. Il y a beaucoup d'exemples historiques de ce genre de formule. Mais dans ce cas précis, c'est sans précédent. Les dégâts subis par l'Iran sont sans précédent. Donc il faut une réponse, elle aussi, sans précédent. Alors, ce qu'on dirait, c'est que si le document que Ghalibaf ramène à Téhéran contient certaines propositions, qu'est-ce qu'il pourrait y avoir d'autre sur ce document, selon vous, qui ferait consensus? Oui, le régime du détroit d'Ormuz. Est-ce que cela constituerait aussi une garantie contre la reprise de la guerre? Parce que fermer le détroit serait une meilleure garantie de bon comportement que tout ce que les Américains peuvent promettre, puisque tout le monde s'accorde à dire que leurs promesses ne valent pas le papier sur lequel elles sont écrites. On est d'accord que dans ce cas, Ormuz devient la pièce maîtresse, la garantie de sécurité et de non-reprise des hostilités. Ensuite, les États-Unis ne réapprovisionnent pas, ne ravitaillent pas et ne redéploient pas leurs bases militaires en Arabie saoudite et aux Émirats.
D'accord, on est d'accord là-dessus. Et il n'y a pas non plus de retour de la marine américaine à Bahreïn, sur sa base de Bahreïn. Très bien. Donc tout repose, comme point central de tous les autres éléments de l'accord, sur le régime du détroit d'Ormuz, qui doit rester selon la formule iranienne. C'est bien votre position? Oui, d'accord. John, il y a une autre info de dernière minute. Je ne sais pas si tu l'entends, mais la marine américaine a saisi un navire lié à l'Iran, le MT Tiffany, dans la zone du Pacifique. Dans la région du Pacifique. Oui, c'est juste que... D'accord. Sans pouvoir examiner en détail ce rapport précis, et en supposant qu'il soit exact, eh bien ça confirme ce qu'on disait au départ. Le côté américain applique désormais par la force l'interdiction de tous les navires iraniens qu'il peut intercepter sur toutes les mers du monde. Donc ce n'est pas simplement une mesure isolée, c'est une escalade des sanctions mondiales contre le mouvement des navires iraniens. Et ces navires ne transportent pas seulement du pétrole iranien, ils transportent aussi des cargaisons chinoises et d'autres marchandises. Si cela se passe dans le Pacifique, ça confirme bien ce qu'on disait au début. Ensuite, le fait que cela se produise alors que tant d'autres navires sont laissés passer montre que ce genre de saisie est à la fois opportuniste et sert aussi de signal. Alors, est-ce qu'on voit que certaines personnes essayent de provoquer une riposte iranienne pour permettre à la ligne Trump, Miller, Witkoff, Kushner, israélienne, de reprendre, c'est-à-dire les bombardements, le génocide, la liquidation, tout ça, pour détruire la capacité de l'Iran à produire du pétrole et ainsi de suite? Est-ce que c'est un autre signal? Si c'est le cas, ça ne marchera pas. Mais est-ce que c'est un signal qu'il y aura une négociation et que c'est encore un test pour perturber cette négociation? Les États-Unis, le président des États-Unis, ne veulent pas que les Iraniens reviennent à Islamabad. Est-ce que c'est ça que ça veut dire? Souvenez-vous, je crois, je ne pense pas me répéter, quand le premier cycle d'Islamabad a commencé, j'ai raison de me souvenir qu'il y avait eu une tentative d'un destroyer américain d'entrer dans le détroit d'Ormuz pour, en quelque sorte, provoquer une réaction du côté iranien. C'était justement au moment où les réunions commençaient à Islamabad, n'est-ce pas? Et le côté iranien a prévenu « Faites demi-tour ou nous ouvrons le feu ». Et en effet, les Américains ont fait demi-tour et quitté le détroit d'Ormuz. Est-ce que c'était une tentative de torpiller les négociations d'Islamabad? Si c'est le cas, quelqu'un à la Maison-Blanche donne donc des instructions au chef d'état-major et au planificateur opérationnel du CENTCOM pour mener ce genre d'action. Est-ce que c'est Hegseth qui ordonne ça, des opérations à visée politique? Et si oui, qui, à la Maison-Blanche, donne réellement les ordres? Est-ce encore un de ces cas-là? Si c'est le cas, c'est un échec dès le départ, non? C'est tellement manifestement sans rapport avec les sujets dont on parle. L'idée, en gros, c'est de piquer un peu l'Iran, de le provoquer et de regarder les Iraniens s'énerver. Mais évidemment, ce n'est pas ce qui se passe. Alors la question revient à notre point de départ. Est-ce que Vance va bientôt décoller de Washington? Et est-ce que M. Ghalibaf va, lui, décoller un peu plus tard aujourd'hui de Téhéran pour se rendre à Islamabad? Et une fois sur place, s'ils y arrivent, y aura-t-il un document que chacun pourra ramener chez lui et brandir avec plus de crédibilité que Chamberlain n'avait brandi le sien à son retour de Munich? Je crois que vous avez bien expliqué à notre public ce que ce document doit contenir. Oui, John, avant de conclure, on a une question de notre public. Il demande, et c'est en lien avec la situation en Ukraine et la guerre là-bas, est-ce que la Russie va vraiment mettre sa menace à exécution
et frapper des sites dans l'Union européenne qui fabriquent des drones et des composants pour l'armée ukrainienne. C'est une bonne question. Et pour que tout le monde comprenne bien, il faut préciser ceci. On a de plus en plus de preuves que la Pologne et les pays baltes utilisent leur territoire et leurs eaux territoriales comme plateforme pour des attaques de drones contre toutes sortes de cibles russes, aussi bien en mer comme des navires qu'à l'intérieur du pays, par exemple des raffineries, des infrastructures pétrolières, et ainsi de suite. En réaction, l'ancien président Dmitry Medvedev, aujourd'hui vice-secrétaire du Conseil de sécurité, membre du Politburo chargé de la politique et de la planification en matière de sécurité et conseiller du président, a publié un avertissement clair sur Twitter. Si les Européens participent à la fabrication de ces drones, leurs usines deviendront des cibles. C'est une suite de la rhétorique russe, selon laquelle, quand le camp européen, que ce soit des mercenaires français ou des conseillers techniques britanniques, aide l'Europe à construire ou à fabriquer des missiles, des drones ou d'autres armes qui attaquent la Russie, que ce soit sur le champ de bataille ukrainien ou ailleurs, eh bien à ce moment-là, ils deviennent des cibles. Voilà la logique. Alors la question qui se pose, elle est légitime. Est-ce que c'est encore une de ces fameuses lignes rouges que la Russie annonce, mais qu'elle n'applique pas? Et la réponse pour l'instant, c'est que rien n'indique que ces lignes rouges russes aient été mises en œuvre par des attaques qui impliqueraient le territoire de l'OTAN, et donc une invocation de l'article 5. Donc, pour faire court, voilà le contexte, voilà la menace, voilà la ligne rouge. Et maintenant, est-ce qu'il y a des preuves que la partie russe est prête à répondre par la force à ses propres avertissements? En dehors du champ de bataille ukrainien, non, pas encore. Alors pourquoi M. Medvedev lance-t-il une menace qu'il n'a pas les moyens militaires de mettre à exécution? Parle-t-on vraiment, par exemple, du déploiement du missile Yars, capable de frapper pratiquement n'importe quelle cible au sein de l'OTAN européenne? Est-ce qu'il serait tiré? La réponse pratique, c'est non. Dans les conditions actuelles de la guerre, non. La réponse, c'est non. Et pourquoi est-ce que je l'affirme aussi catégoriquement, aussi clairement? Parce que toutes mes sources m'indiquent que la décision du président, c'est que le rythme des opérations sur le champ de bataille restera lent. Même la prise complète de toute la région de Donetsk ne serait pas achevée avant l'automne, dans 6 mois ou plus. Je ne vois aucun signe, dans les cercles officiels du gouvernement russe, d'une quelconque confiance dans la possibilité de mettre fin à la guerre en Ukraine avant la fin de cette année civile. Le rythme des opérations reste lent pour toutes sortes de raisons internes, le contrôle des pertes, le contrôle des coûts, et ainsi de suite. Le temps passe et ça traîne de plus en plus. Cela fait maintenant 3 ans que dans nos podcasts, nos collègues annoncent que la victoire russe sera totale d'ici quelques semaines, ou après la prochaine saison d'offensive, qu'il s'agisse de la saison d'été ou de celle d'hiver. Rien de tout cela ne s'est réalisé. Et il y a aussi des raisons internes, propres à la Russie. En ce moment, je peux simplement conclure en disant que la Russie, et le président en particulier, font face à un vrai problème, un peu comme une élection de mi-mandat. Et c'est sérieux. On ne doit pas balayer ça sous le tapis. Quel est ce problème? Eh bien, la Russie entre dans une récession prolongée cette année. Le chiffre officiel du PIB montre une baisse de 1,8% sur les mois de janvier et février. Rappelons qu'une récession, officiellement, c'est une période de déclin bien plus longue que ça. Mais on sait déjà que la période sera plus longue parce que la présidente de la Banque centrale, Elvira Nabiolina,
a publié un rapport stratégique en octobre dernier. J'en ai parlé, je l'ai écrit dans Dance with Bears. Elle y explique qu'elle s'attend et qu'elle prévoit une baisse du PIB de 2 à 3% pour cette année et pour l'année prochaine. GDP for this year and for next year. Now, presidents don't run for election. Aujourd'hui, les présidents ne se présentent pas à l'élection. Les députés non plus. Et le jour du scrutin, en Russie, c'est à peu près le 25 septembre de cette année. Face à la récession, le chiffre macroéconomique annoncé à 1,8% cache en réalité plus de 5% de baisse dans les régions de l'Oural. Autrement dit, la souffrance est très répandue, mais elle vient des conditions économiques intérieures, pas de la guerre, ni de ce que font les alliés de l'OTAN, les États-Unis ou les Ukrainiens. Cette récession est provoquée par un taux d'intérêt de la Banque centrale compris entre 15 et 21%, et par l'engagement de Nabiolina et de ses soutiens autour du président à maintenir une politique anti-inflation fondée sur des taux d'intérêt élevés. Anti-inflation, high interest rate policy, and that's been choking off investment, damaging. Et tout ça a étouffé l'investissement, affaibli le secteur de la construction, avec toutes les conséquences que les Russes dénoncent aujourd'hui. En plus de ça, on voit surgir ces scandales viraux, où des particuliers publient soudainement des lettres adressées au président. Il y en a une qui a fait la une ces derniers jours. Une personne qui vit près de Monaco, un mannequin, a écrit au président pour se plaindre, si je ne me trompe pas, des inondations au Daghestan, des abattages d'animaux en Sibérie et de la répression de l'accès à Internet dans tout le pays. Ce sont des sujets qui parlent à la population et qui s'ajoutent à la perte de confiance économique de fond. Et cette perte de confiance envers le président commence à se voir dans les sondages d'approbation. Donc, tout ça mis bout à bout, sans épuiser la patience de tout le monde, veut dire qu'il faut absolument parvenir à une consolidation intérieure. Et il y a une vraie possibilité. J'ai regardé les chiffres des sondages dans Dance with Bears le mois dernier. Il y a une vraie possibilité qu'il y ait une majorité d'opposition à la Douma d'État, composée des communistes, du LDPR et d'autres partis. Une majorité d'opposition face au parti Russie Unie, qui détient actuellement la majorité. Du point de vue russe, du point de vue du président Poutine, du point de vue d'une campagne électorale du Kremlin, c'est un défi sérieux, un défi très sérieux. Et dans ce contexte, on ne peut pas se lancer dans des aventures d'escalade avec les États membres de l'OTAN. C'est impossible. Oui, oui. Merci, John. Merci beaucoup d'être avec nous aujourd'hui. C'est toujours un vrai plaisir. Merci beaucoup de m'avoir reçu. À la semaine prochaine. À bientôt.